C'est quoi tes premières impressions sur ce congrès qui démarre, hein? On est le premier jour, il est aux alentours d'11 h du matin. Qu'est-ce que tu nous en dis cette année? Alors, ce qui est important déjà de préciser, c'est que c'est un lancement, mais c'est un lancement c'est un petit bébé qui a été préparé pendant plus de 12 mois avec une équipe. Ouais, Voilà, on est 12 personnes qui travaillent pendant une année complète pour organiser ouais, cet bien. événement. Ouais. Un grand moment de stress, mais c'est aussi un super plaisir d'accueillir plus de 800 personnes à Biarritz dans le cadre de notre congrès. 800 personnes là. On est 820 C'est exactement. record Ouais. du monde battu, record en Alors, cours, non? on était, non, le même nombre l'année dernière. Par contre, une spécificité cette année, c'est qu'on a le plaisir d'avoir en duplex des représentants sud-africains des laboratoires Aspen et Biovac. Donc on a finalement 50 personnes supplémentaires, mais qui sont en duplex pour participer aux conférences et donc profiter de tout le partage d'expérience et l'expertise de nos participants. Alors Donc ça c'est top. du coup l'Afrique du Sud c'est un nouveau pays encore pour la Ouais. 3P parce qu'on Ouais, ouais, le ouais. rappelle, la 3P c'est Biarritz, c'est le congrès annuel, mais ça n'est pas que ça. Déjà c'est un congrès international, il y Oui. a pas mal de gens, Oui. on découvre plein de pays aussi en étant à Biarritz, mais 25 nationalités voilà. représentées. La 3P, c'est aussi une assoce internationale avec des antennes Exactement. un peu dans plein de pays. T'as quoi comme pays? Alors on est représenté, je vais essayer de les prendre dans l'ordre parce que c'est jamais simple, mais on est représenté donc en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, en France, dans les pays du Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie, mais aussi dans la partie Middle East, en Ouais. Égypte, en Jordanie, Arabie Saoudite, Emirates, au Danemark, Norvège, Suède, avec les pays nordiques, des volontés d'aller sur l'Irlande et bien entendu l'Afrique du Sud, L'Afrique du Sud, puisque c'est effectif cette année. c'est Voilà. cette année. Ouais, donc. Et puis, moi, j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs petites. C'est des mini-congrès, je sais pas comment on les appelle, quand il y a des événements des comme journées ça. à thème. Des journées à thème, Ouais. voilà, où j'ai participé sur des trucs. Alors, il y a des thèmes pour tout le monde, hein, tous ceux qui aiment l'industrie pharma du stérile ou qui ont un intérêt sur de la maîtrise des procédés, du spécial annexe 1, des fois des trucs qui sont très spécifiques. C'est un Et on scope, va ouais. approfondir pendant 2-3 jours un thème, quoi. L'idée en fait, c'est d'avoir un congrès international pour traiter de problématiques qui sont un petit peu plus globales, permettre à l'industrie vraiment d'avoir du réseautage, du networking et puis de traiter de sujets un peu plus globaux. Et en effet, c'est d'avoir de l'expertise alors avec nos GIC, Oui. puisque nos GIC supportent tous ces programmes, d'avoir des journées thématiques dédiées à de la microbio, à la lyophilisation, aux technologies barrières, des sujets très ciblés sur lesquels on ne traitera forcément que de ces problématiques, mais ça permet aux experts d'aller plus en profondeur. Voilà. Et le congrès de Biarritz, c'est 2 journées et demie, c'est 3 thèmes, 3 thématiques, c'est à peu près 5-6 conférences et les ateliers qui sont associés à ça. Voilà. Ouais. Bon, effectivement, un grand cru de 2023, on l'espère. Oui, Et oui, puis, en tout cas, tout est bien parti. Tout est réuni pour que Exactement. il y a du monde, il y a de la bonne ambiance, il y a de la convivialité, il y a des produits technologiques, des nouveautés un peu partout. Dernière question, en plus de tous les industriels, des exposants, etc., vous avez aussi quelques étudiants, je pense. Oui. Permettre aux étudiants sûr. d'avoir accès à des congrès comme ça, ça paraît exceptionnel, c'est des connaissances qu'on n'a pas, accès à des technologies dont on n'imagine même pas l'existence. C'est important pour vous? Oui, complètement. Alors, il y a le projet A3P Tremplin. C'est un projet qui est soutenu aussi depuis de nombreuses années par l'association A3P. Il y a 2 axes. Le premier, c'est mettre à la disposition des universités, donc 5e, 6e année de pharma principalement, mais aussi aux écoles d'ingénieurs, des experts. Donc là, on fait appel à nos administrateurs ou à d'autres experts du réseau A3P. On monte un programme avec différentes thématiques. On le partage au niveau des universités ou des facs ou des écoles d'ingé. Et eux nous disent, voilà, on aimerait avoir une intervention sur la LIO, on aimerait avoir une intervention sur le système qualité, ou on aimerait avoir une intervention sur l'approche de l'assurance stérilité. Et donc nous, on met à leur disposition l'expert, ils définissent une date et il intervient dans l'université pour partager ses connaissances. Ça, c'est le premier levier, c'est important, c'est le partage des bonnes pratiques et des connaissances. Et après, c'est faire en sorte que ces étudiants puissent être au contact du réseau. Et là, on les invite du coup à participer au congrès de Biarritz, qui est notre vitrine, et c'est plus simple. Et on va l'ouvrir aussi aux autres événements avec des thématiques vraiment plus ciblées, mais voilà, c'est un niveau d'expertise qui est encore plus élevé, donc ça peut être aussi difficile dans la première approche. Mais l'idée, c'est de les mettre en relation avec toutes ces personnes-là et de comprendre, de leur permettre de comprendre que le réseau, ça va être une étape super importante dans toute leur carrière Bien sûr, professionnelle. ouais. Parce que là, ils sont à la fac, ils ont une problématique. Je veux dire, quelque part, il y a des professeurs. On peut avoir une réponse, un raisonnement quand on est dans l'industrie pharma. Et merci d'organiser tout ça aussi. On Que fait nous, de on notre mieux. Alors, je suis participe pas et tout on... seul, hein, il y a une équipe Oui, derrière. il y a hein. une équipe, effectivement. On est mais- 12, voilà, c'est notre petit bébé, on est Ouais, super contents. Eh ben écoute, joli bébé quoi. Merci. Merci, Merci à vous. Grégoire. Amusez-vous Merci bien, beaucoup. profitez. Et nous nous arrêtons sur le stand de Synexine. Alors Synexine, comme vous pouvez le voir ici, c'est la synergie en fait de 3 expertises. Celle de Stérigen, qui existe depuis plus de 30 ans, donc spécialisée dans l'ingénierie des procédés propres et stériles, avec la fourniture d'équipements, la maintenance de ces équipements sur leur cycle de vie, leur qualification et les consommables de salles blanches qui y sont associés. Associé donc à Stérigen, donc Storatech, qui est une société qui fait la qualification des salles propres.
la troisième structure, donc du trèfle, qui fait les mobiliers de salle blanche que vous voyez ici. Et on a créé donc Synexine, avec l'acronyme donc Synergie des expertises, de façon à proposer à nos clients l'ensemble des produits et services que ces trois sociétés peuvent développer. En particulier, il y a quelque chose qui nous a intrigué quand on est passé devant, c'est R2D2. Hein, alors R2D2, c'est R2D2 de 2023, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il sait conduire des vaisseaux? C'est ça. Alors il lui manque son petit jumeau, hein, évidemment, qui était beaucoup plus grand, mais R2D2 suffit à lui-même. Alors R2D2, il est là pour décontaminer les surfaces par voie aérienne. Donc son petit nom c'est DSVA aussi, en plus de R2D2, donc décontamination des surfaces par voie aérienne. Là c'est ce qu'on appelle vulgairement la VHP, la décontamination de surface qu'on a dans les classes C ou dans les classes autres d'ailleurs. C'est ça, VHP c'est vaporisation, donc ça fait appel à un procédé spécifique. Là c'est décontamination, donc c'est un procédé qui est plus large. Donc la particularité, eh bien, c'est l'utilisation d'H2O2 à 8%, donc une concentration faible qui va donc être un peu plus respectueuse de l'environnement, j'entends pas environnement de la salle, hein, donc pas l'environnement climatique mais plutôt les salles blanches. Et la technologie en fait repose sur l'activation de l'H2O2 par application d'un champ électromagnétique ici à plus de 20 000 volts qui va permettre de polariser la molécule H2O2 et donc d'en faire des radicaux libres HO qui vont pouvoir être le principe actif qui va détruire les micro-organismes. Et du coup ça facilite la décontamination, ça facilite l'accès de l'agent décontaminant à la surface ou Alors exactement, donc d'abord ça active donc le principe actif et ça polarise la molécule, ce qui va permettre d'avoir un champ qui va répulser les molécules les unes avec les autres et donc qui va pouvoir faciliter la dispersion du produit dans l'ensemble de la salle. L'autre caractéristique de ce R2D2, eh bien, c'est sa prédisposition sur la traçabilité, donc le rapport qui va être généré nativement, donc qui est conforme avec une double signature, le 21 CFR par 11, avec une faible concentration qui va aussi permettre le stockage de l'H2O2 qui va être plus facile. Super, eh ben merci beaucoup. Et puis alors, si en plus il conduit des X-Wing, alors là moi je dis bravo, hein, je dis banco quoi. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation. Là on va refaire un petit tour chez Initial et vous connaissiez Philippe, eh bien nous vous présentons Philippe. Un nouveau Philippe. Un nouveau Philippe. Exactement. Comment ça va Philippe? Eh bien très bien. Je suis très heureux de ce premier salon A3P qui est en effet une toute première pour moi. Ah ouais. Merci et je suis ravi notamment, alors par la qualité de l'infrastructure, la qualité des interlocuteurs, l'ensemble des congressistes. C'est vraiment un très beau salon, vraiment. Alors l'année dernière, on avait discuté avec Micheline, d'ailleurs, on avait dû l'appeler Micheline. Hein. On avait discuté avec cette dame qui est aussi du coup habillée joliment pour aller sans doute danser ou faire des choses comme ça. Clean Vision. Voilà. Et donc on avait déjà discuté toute la partie tenue, etc. Et donc l'idée c'était de se dire, est-ce que cette année on a une petite nouveauté, quelque chose que tu voulais mettre en avant? Toujours. Il y a toujours une petite nouveauté chez Initial. Parce que quand Micheline va danser, elle va danser ici, Ouh, sur la Clean Unit. pas n'importe où. Et pourquoi? Et en plus du côté de Bordeaux. C'est notre première Clean Unit. Le principe, en fait, c'est une blanchisserie modulaire. C'est un tout petit endroit, une petite blanchisserie intégrée avec à l'intérieur l'ensemble des salles ISO qui sont reconstituées. On est évidemment dans l'ultra propre. On a notre première Clean Unit qui a été installée à Saint-Sulpice, just near Bordeaux. Pour aller danser, c'est bien. Hein, et on respecte en fait l'ensemble de ces 4 engagements. On a de la modularité, on a de l'innovation, parce que là, on est à côté de nos clients, on est sur le parking de nos clients. On a la proximité. Quand on parle de bilan Caborne, de folie de faire des kilomètres et des kilomètres avec des poids lourds, hein, on voit bien le réchauffement climatique, et donc ça a un vrai sens. Et évidemment, l'éco-responsabilité, puisqu'on est dedans. Oui, parce que là, en gros, ce qu'on se dit, c'est que la blanchisserie, potentiellement, si elle est à 500 bornes du lieu où on va faire, où il y a l'utilisation des tenues, on va envoyer des tenues qui vont être lavées, des fois stérilisées à 500 bornes dans des camions pour qu'elles soient lavées, puis revenir. Et là, on est sur place du coup. C'est des conditions qui existent. Hein. Il faut le savoir que comme nous sommes en fait à travers la France, eh ben oui, on a une logistique qui est importante. Mais comme en fait Clean Rooms se veut regarder demain c'est ça. Demain c'est ça. Alors du coup c'est pour être pragmatique, c'est
quelque chose de modulaire, ça fait penser à des préfabriqués qu'on connaît par cœur et qui finalement qu'on peut aller amener d'un endroit à l'autre relativement facilement. Je pense qu'on ne va pas le changer. C'est pas un food truck non plus. Non. Mais celui qu'on a en place sur notre unité de Saint-Sulpice fait 70 mètres carrés. Voilà, donc c'est pas très grand. Ça se construit en 6 mois. C'est réellement innovant. Ouais. Et en effet, on peut, dans le principe, se dire il me faut de l'eau, il me faut de l'électricité. Je prends, je le mets sur un terrain qui va pouvoir héberger. Et là, je travaille. Ouais. On met notre personnel à l'intérieur parce que globalement, on a entre 2 et 5 personnes. C'est des petites séries, des petites unités. Et là, je suis au contact et avec mon client. Super. Alors du coup, j'en ai déjà un peu discuté avec John et ça, c'est des choses qu'on peut implémenter dans une entreprise, mais qui peuvent aussi être utilisées par des entreprises environnantes potentiellement. C'est-à-dire que de se rapprocher d'une entreprise, c'est bien, mais on sait qu'il y a des pôles. Donc si on se rapproche de 5 entreprises en même temps, c'est peut-être encore mieux. Exactement. On est sur des projets actuellement dans le nord de la France avec en effet des visions sur une mutualisation de ce principe et de dire tiens, je vais avoir une blanchisserie dédiée à l'ultra propre qui va pouvoir servir l'entreprise A, l'entreprise B. Et pareil, on est dans l'éco-responsabilité, la proximité, l'innovation. On reprend en fait l'ensemble des points majeurs. Super, super. Eh bien, merci beaucoup Philippe merci, en tout cas. pour ce nouveau Clean Unit. Merci de ton passage en tout cas. Avec grand plaisir. Et bon congrès du coup, comme c'est la première fois. Exactement. Une découverte. L'ambiance est pas mal en général. Bah avec Micheline, tout va bien. De toute façon, Micheline est là. Elle est déjà venue plusieurs fois, elle connaît. Ça, exactement. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Et nous allons voir Franck et Anne qui travaillent à la salle blanche. Vous allez me dire qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils fabriquent des salles blanches. Donc vous fabriquez des murs et des portes pour faire des salles blanches. Ben non, ce n'est pas que ça, mon jeune ami. Si on met 4 murs et un plafond, tu as peut-être un garage, mais tu ne produis pas dans ton garage. Donc quand tu veux créer une salle blanche, il y a à la fois la méthode et les choix des matériaux, un principe de construction pour arriver à un résultat, un niveau de classe. Et donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. En France. Énormément. La réglementation, les exigences du client, le process intégré, les circuits, etc. Donc c'est pas qu'un simple garage blanc, propre. Ça intègre énormément de contraintes. Ouais, puis chaque salle blanche, c'est un projet en tant que tel. On ne peut pas dire on va mettre une salle blanche A chez B parce que c'est à peu près la même chose. Il y a des contraintes de process ou de design des facilities qui font qu'on s'adapte à chaque fois finalement. C'est vraiment un projet complet. Apprendre très en amont, à travailler avec toutes les équipes, la prod, la maintenance, le designer, forcément le fabricant, l'installateur, lorsqu'il y en a un qui est intégré ou pas. Donc c'est vraiment une grande démarche multidisciplinaire pour ne pas se louper, parce qu'au final, il faut que la salle soit performante, qu'on puisse produire dedans, c'est-à-dire qu'on ait le go des autorités sanitaires. Et du coup, on a des process qui sont de plus en plus compliqués. On parlait des biotech juste avant en préparant. Est-ce que c'est des nouveaux enjeux, des nouvelles difficultés ou un peu de complexité ou comment vous abordez ce truc-là? Alors effectivement, il y a la pharma, il y a la biotech. La biotech, on est dans des contraintes un peu différentes. On est sur des startups qui passent en production avec des process un peu plus techniques, plus compliqués quelquefois que l'industrie pharmaceutique plus traditionnelle. Et oui, donc c'est aussi leur bébé, c'est ça. Ils voient aboutir leur recherche en prod. Et donc, il y a beaucoup d'intégration, beaucoup de technicité. Et c'est vrai que pour nous, salle blanche, c'est challengeant, ces environnements de biotech. Les environnements de biotech aussi requièrent énormément de flexibilité, puisque parfois, tu vois, la salle est amenée à évoluer. Et donc, si tu n'as pas bien conçu la salle en se disant, tiens, elle doit être amenée à évoluer, tu bloques, tu te crées une contrainte. Et donc aujourd'hui, c'est clair qu'on réfléchit à pouvoir designer et construire des salles blanches qui soient flexibles. Par exemple, dans un niveau de risque à atteindre, donc il faut bien penser à la partie renouvellement d'air, à la taille, à l'intégration, à créer peut-être des postes de travail avec un certain niveau de classe pour pouvoir s'assurer que dans l'avenir, je puisse toujours utiliser ma salle blanche, même si mon process est amené un petit peu à évoluer. Et donc ça veut dire que tu as une salle qui a été peut-être designée à l'initial pour un process pour être en classe C, mais qu'on pourrait demain, avec quelques petites modifs, l'imaginer en classe B, dans le même environnement, enfin au même endroit, quoi, je veux dire.
Et ça, c'est un fameux challenge, mais c'est clair que si ça a été pensé en amont, c'est tout à fait possible et on l'a déjà fait. On l'a déjà fait pour une avoir salle hybride, on appelle ça une salle hybride. Des modes flexibles où on peut changer de mode avec bien sûr toute une analyse de risque, des contraintes techniques qu'on documente et ça interpelle, il faut le savoir aussi, les autorités sanitaires elles-mêmes. Mais aujourd'hui, une biotech, elle a besoin d'être flexible, elle produit peu, elle va produire beaucoup, on le voit, énormément de biotech grandissent très vite et ont besoin de cette flexibilité dans l'outil de production. Oui, on a de moins en moins les salles de classe C ou même B avec 500 mètres carrés en sortie de grands lieux ou des trucs comme ça. C'est plutôt des process plus petits, plus flexibles avec des choses un peu plus complexes ou différents en fait. Différents, oui. Et c'est vrai que le domaine de la biotech nous challenge bien. Donc bref, ça n'est pas que 4 murs à une porte en fait. On en est un peu loin quand même. J'ai l'impression que c'est un peu plus que ça. Mais ça commence par ça. Ça commence par ça, évidemment. Super, et merci beaucoup tous les deux. Nous sommes toujours dans notre tour des exposants et nous passons chez nos copains d'ABE, donc on dit ABE comme si tout le monde connaissait, c'est Alliance Bioexpertise, qui sont spécialisés dans le domaine du monitoring environnemental, des boîtes de pétri, et vous les connaissez pour faire quelques blagues sympas qu'on avait déjà mis en avant en live, et des sortes de détournements d'affiches de films plutôt sympas. On est avec Thibaut aujourd'hui. Comment ça va Thibaut ? Très bien, merci pour cette interview. Écoute, on passe te voir parce que ça fait plaisir tout simplement. L'année dernière, on avait fait un petit focus sur le fameux Sherpa Pharma. Est-ce que tu peux nous en redire 2 mots ? Tout à fait, donc Sherpa Pharma, c'est un logiciel de monitoring environnemental qui est justement basé sur les données fiables, c'est-à-dire on va pouvoir justement regrouper toutes les données environnementaux, donc les contrôles de l'air, les contrôles des surfaces, tout ça sur un logiciel afin de totalement digitaliser l'entièreté de ces contrôles et donc abolir le papier et les erreurs aléatoires qu'on pourrait avoir avec une retranscription manuelle par exemple. Grosse tendance qu'on voit à peu près partout. On était chez RT2I juste avant, on parlait de digitaliser les formulaires, etc. Et tout ça, évidemment, Data Integrity, CFR 21, Part 11 et tutti quanti. Mais cette année, du coup, on voulait parler un peu d'autre chose que de ce Sherpa qui a l'air fantastique. Mais il y a aussi d'autres produits chez ABE, notamment le Pharmalab. Est-ce que tu peux nous en dire du coup un peu plus ? Effectivement, le Pharmalab, donc produit par la société Copan, avec qui du coup nous distribuons donc cette solution en France. Pharmalab, c'est un incubateur lecteur totalement automatisé. Donc c'est-à-dire qu'on va venir intégrer justement les boîtes, donc des contrôles de l'environnement principalement, mais autres analyses, qui vont faire du coup des lectures à T0, mais également du coup après s'incuber tout seul et ensuite du coup faire justement des lectures à 24 heures, à 48 heures, à 72 heures. Il fait les lectures intermédiaires. Le truc, c'est il fait tout seul quoi. Il fait tout seul. Tout est programmé. Une fois qu'on insère les boîtes, tout est programmé. Alors, vas-y, explique-moi comment je programme. J'ai des boîtes de pétri qui sortent de mon environnement de classe A par exemple. J'ai ces boîtes, elles sortent d'un isolateur, dans une bêta-bag par exemple. Voilà. Je les amène au labo. Et qu'est-ce qui se passe ? Comment je les mets dans la machine et tout se fait tout seul ? Alors les programmations ont été faites en amont du coup, oui, donc justement cette zone de production A, donc la zone par exemple A1 a été faite du coup, donc les prélèvements ont été réalisés. On vient sélectionner du coup sur l'ordinateur donc le programme du coup A1, on insère les boîtes dans le carrousel et ensuite le programme se lance. Donc toutes les lectures des boîtes en T0 vont se faire, l'incubation ensuite vont se réaliser dans l'incubateur à côté du coup du lecteur. Et ensuite les boîtes sont récupérées lorsqu'on arrive à 24 heures et plus selon le programme. Et ensuite en fonction donc des résultats, si c'est négatif, les boîtes sont directement jetées. Et par contre si c'est positif, du coup il va y avoir une alerte qui va être envoyée directement justement à la personne. Oui, c'était ma question du coup évidemment, si à un moment il y a une pousse, tu attends 0 parce que c'est une classe A, s'il y a une lecture et qu'à un moment donné il y a 1, bon, en général, faut faire un truc. L'alerte est faite et la boîte est conservée. C'est génial, on le met la boîte et on se revoit dans 7 jours. Quoi. C'est un peu ça. L'avantage aussi, c'est que du coup, il y a une caméra qui va justement prendre en photo le dessus, le dessous et le tour justement de la boîte pour pouvoir avoir différents points de vue et donc ne pas avoir de faux positifs ou de faux négatifs avec potentiellement des colonies qui peuvent être cachées par des écritures sur les boîtes ou sur les rebords. Ou sur les bords, et exactement. Et donc là, avec la caméra, on peut justement tout prendre. Et du coup, on les garde en mémoire
mémoire entre guillemets ces photos? Parce qu'effectivement les boîtes sont jetées, parce qu'on va pas s'amuser à garder les boîtes de pétri pendant 20 ans, ça n'a pas grand intérêt d'archives on va dire, mais les photos sont gardées, donc du coup si après on va aller regarder les photos ou pour des principes même de validation, j'imagine que ça vaut le coup d'aller regarder un peu les photos par rapport aux boîtes, etc. Exactement, c'est la pire chose pour une boîte de pétri, le fait qu'elle soit jetée à la fin de son utilisation. Et c'est dur, c'est dur pour leur vie. Et donc l'idée, oui, c'est vraiment de garder toutes les données, de pouvoir retourner justement sur toutes les identifications possibles pour justement lors d'un audit ou lors justement d'un contrôle, de pouvoir ressortir toutes ces données-là. Eh bien, super. Donc ça fait tout, de A à Z quoi. Non mais c'est vrai, c'est pas mal. Tu te retrouves avec une boîte, on n'y a plus besoin d'entasser toutes les boîtes, de se dire où est-ce que je les ai, des erreurs d'identif ou des trucs comme ça. Là, tout a été validé et ça peut pas mal s'orienter, on peut pas sortir quelque chose on peut pas se tromper de boîte quoi. Évidemment. Super. Nous sommes chez les voisins. Alors voilà, il faut savoir qu'on a notre petit studio QP Pharma qui est ici, là, et donc juste à côté, nous avons les voisins qui nous payent le café et qui sont les copains de chez Parker. Et donc, la question qui nous brûle les lèvres, évidemment, c'est dur d'être voisin. Comment c'est d'être voisin de QP Pharma? C'est dur. Comment il va, Tony Parker? Et est-ce que ça marche du tonnerre, les stylos? On ne l'avait pas encore faite celle-là depuis le début du salon. Je te remercie beaucoup de nous la faire parce que je l'attendais. On nous la fait parfois. Mais alors, comme j'ai dit, malheureusement, Parker, c'est un nom qui est tellement commun que finalement, on peut le retrouver dans différents domaines. Donc nous, on est dans un domaine qui est finalement assez particulier, qui est industrie pharmaceutique pour la production des médicaments, donner des solutions qui utilisent généralement un filtre, du tubing, des capteurs qui permettent de transférer un fluide dans des conditions aseptiques. Donc voilà, on est sur de la filtration stérilisante et on transfère un produit avec un bioburden plutôt maîtrisé quand même au travers d'un filtre pour ressortir quelque chose qui sera encore plus propre, voire stérile dans le meilleur des cas, quoi. Le maintenir stérile, en tout cas, ça c'est sûr. Ça serait pas mal, ça roule. On est sur du single use, on est sur quel type de technologie? Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler? Je vois des produits, là j'ai envie de tout manger quoi. Si tu les manges, évidemment. Donc en effet, on est sur du single use essentiellement. Voilà, on travaille évidemment, comme on l'a dit, sur la filtration, donc de la capsule ici, qu'on va retrouver donc en différentes porosités. Mais si on est sur du produit final, évidemment, on sera sur du stylérisant, donc 0,2 microns. Donc nous, on travaille essentiellement sur le PES, mais on va retrouver aussi sur un assemblage des capteurs de pression par exemple, on va retrouver qui sont aussi single use évidemment, mais on va aussi avoir des capteurs de température ou de conductivité. Voilà ce qui permet d'avoir des informations au niveau du fluide, au niveau donc en effet de l'intégrité, est-ce qu'on n'est pas trop en pression, etc. pour éviter de détériorer l'assemblage ou le filtre proprement dit. Oui, grosso modo, la pression c'est un des paramètres critiques pendant l'étape de filtration. Si on pousse trop fort, on peut éclater le filtre, pour faire simple. Et donc ça, du coup, tu as des capteurs usage unique quelque part. Voilà, évidemment, ça peut paraître bizarre, mais c'est malheureux à la rigueur. Mais en effet, c'est usage unique. Donc après utilisation, l'ensemble va finir entre guillemets à la poubelle. Ça on fera pas le débat là, mais il y avait eu des débats sur en même temps on fait moins de validation de nettoyage, on utilise moins de flotte, etc. Donc chacun essaye de défendre son beefsteak, mais on fera pas le débat sur le single use. Des fois ça a des intérêts, voire même on peut pas faire autrement. Donc de toute façon c'est surtout ça. Et puis effectivement, comme la tendance vers les plus petits volumes justifie complètement les petites installations avec des petits diamètres, petite longueur de tubing, et quelque part c'est quand même un intérêt par rapport à de l'inox où tu dois revalider toute une chaîne inox. Et oui, de toute façon. Donc là, différents types de filtration, on va dire clarifiantes ou stérilisantes, je ne sais pas comment vous les appelez, et puis qui s'adaptent au... On sent l'expert quand même dans ton discours. Tu as côtoyé quelques années. Voilà, c'est ça. Mais en général, on clarifie d'abord et on stérilise ensuite. Mais effectivement, les deux étapes sont souvent concomitantes dans un procédé. Et effectivement, le but aussi, c'est de transférer. Donc, il y a souvent des poches attachées à ça. Là, on n'en voit pas pour des raisons plus, on va dire, de place. Mais le but, souvent, c'est de transférer, plutôt que d'une cuve inox, on transfère d'une poche vers un contenant, qui peut être, par exemple, comme on le voit là, sur des skids de répartition, où on va en fait avoir des bouteilles, qui sont la bouteille de produits, ce qu'on appelle la drug substance, qui va être répartie et prête à être transférée sur un atelier qui va ensuite faire du fill and finish, vraiment fill and finish. Donc là, on est dans la partie intermédiaire.
Donc c'est vrai que c'est l'intérêt de notre métier, c'est qu'on est à la fois sur une partie consommable, mais il y a une partie aussi hardware, comme on dit, hein, les installations qui permettent de mettre en œuvre la solution single use. Ah oui, parce que tous les petits compteurs, les capteurs, il va falloir les qualifier à un moment donné pour être sûr que la pression qu'ils racontent, elle est quand même la bonne. Enfin, il y a un peu toute cette maîtrise-là aussi. La calibration. Calibré initialement et calibré en fin de l'eau également. Ok. Donc pour type de produit, pour tout type de porosité, de viscosité peut-être, voilà. Petit, gros volume, ça dépend du process, vous adaptez un peu à tout ça. Ça peut effectivement être une start-up qui met au point une molécule et qui a besoin de petites solutions en termes de volume, jusqu'à la production GMP en grand volume. Où finalement, ces carters-là, c'est plus costaud quand même. Ouais, exactement, là c'est un peu différent puisque là on rentre plus dans la capsule, hein. Ici c'est une cartouche filtrante qu'on va retrouver par contre dans un carter inox. Tout à fait. Voilà la différence quand même. Bon bah voilà, vous retrouvez tout ça chez Parker. Hein. Enfin, si vous avez besoin chez vous de filtrer quelque chose, on disait de filtrer quoi? Qu'est-ce qu'on peut filtrer chez soi? De filtrer son eau du robinet? Non. Moi j'avais une collègue qui disait en fait, Jean-Philippe, avec toi c'est marrant parce qu'on peut filtrer tout sauf le café. Ah ouais. Parce que c'est vrai que finalement le café chez Parker on ne filtre pas le café. On en boit beaucoup mais on ne le filtre pas. Exactement. En revanche on filtre le vin. Et tu filtres le vin. Voilà. Absolument. Et on le boit aussi de temps en temps sur les salons. De temps en temps, c'est vrai. Avec des voisins. Ça peut arriver des trucs comme ça. Oui, c'est bon. Nous sommes sur la fin de congrès de la 3P, notre congrès 2023, et nous continuons notre tour des stands, un petit peu particulier celui-là. Voilà, on rencontre Karine qui travaille pour Merck, mais qui en même temps est présidente de l'IMT, sorte de double casquette. Et voilà, la question qu'on pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu as pensé de ce congrès 2023? Est-ce que c'est un bon cru? Et qu'est-ce que tu veux partager avec nous, notamment en lien avec ta fonction à l'IMT? Eh bien, merci Christophe. Je pense effectivement que cette saison 2023 était un bon cru pour la 3P, notamment pour les jeunes. Dans le cadre de la 3P Tremplin, il y a eu une séance plénière qui les a confrontés à l'industrie pharma, biopharma. Ils ont ensuite pu visiter les stands comme celui de Merck, par exemple, où ils peuvent se confronter pour la première fois à des équipements industriels qu'ils rencontreront dans leur carrière, comme des mélangeurs à usage unique, des méthodes d'échantillonnage ou les tout derniers outils de process analytique qui vont rentrer maintenant au cœur du métier. Et c'est aussi un moment d'échange entre des gens expérimentés, un lieu de transfert du savoir. Donc j'ai trouvé que c'était un excellent cru et c'est aussi la mission de l'IMT quelque part de mettre en relation les apprenants, la future force vive de notre industrie avec les experts. Bravo. Ouais, mais ce qu'on se dit aussi, c'est que les études théoriques, alors moi j'ai fait pharma par exemple, on a des études théoriques qui se professionnalisent un peu plus avec de l'alternance, avec l'IMT ou avec d'autres diplômes, des gens qui viennent comme ça pour voir vraiment du concret. Comme on disait, c'est bien beau d'avoir lu les BPF ou de faire des cours théoriques. Là, ils peuvent manipuler, ils peuvent s'habiller comme s'ils rentraient dans une classe C, ils peuvent voir des cuves tourner, etc. Ça rentre dans le concret de plus en plus finalement, toutes ces études. Et l'IMT, je pense que c'est aussi un peu ça fait partie de ça aussi. Oui, tout à fait. Hein. Le cœur de métier de l'IMT, c'est de pouvoir faire du learning by doing. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces plateaux techniques avec justement des équipements industriels qui retrouveront aussi dans leurs entreprises. Donc c'est vraiment ce côté et se rendre compte. Finalement, c'est souvent quand on fait les choses qu'on se rend compte des problèmes potentiels. Et tout ça est aidé aussi aujourd'hui beaucoup par les données. Par le modeling que j'ai pu voir sur d'autres stands. Et du coup, les étudiants, les jeunes ont tout de suite cette connexion avec l'aspect pratique et après l'aspect données, modeling. Et c'est ce qui nous permet finalement de faire de l'amélioration continue. On va en faire de bons professionnels en tout cas. C'est super. Eh ben, merci beaucoup Karine. Et nous sommes avec Christophe Meunier. Attention, l'excellentissime Christophe, à qui on va demander comme à tout le monde, c'est-à-dire comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau à la 3P et comment tu sens ce cru 2023? Alors déjà, ça va bien. Ça fait plaisir. Première chose. Je pense que le cru 2023 sera un beau succès. Il y a encore plus de 800 personnes rassemblées, plein d'exposants, plein de gens bien, même les gens de QP Pharma qui occupent vraiment qui nous supportent. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que je fais à la 3P? C'est aussi... modérateur aussi. Modérateur, j'allais arriver à ça, modérateur. On dit modérateur ou c'est On dit modérateur, modérateur. modérateur.
Donc il va y avoir effectivement des ateliers. Demain, il y en aura 17. Il y en a un qu'on réitère depuis plusieurs années, qui est un atelier sur le lean management. Et cette année, je me suis permis de proposer à un membre éminent de QP Pharma qui s'appelle Vincent Philibert de co-animer cet atelier. C'est une bonne idée. Voilà, on a eu un travail de préparation, Ronan, Vincent et moi-même, important, pour apporter un maximum à tous les participants. Et je pense qu'ils vont bien s'amuser et apprendre plein de choses. Il y a des chances. Outils lean un peu, sur toute la journée, des outils qu'on peut utiliser tout de suite, voilà, des exemples concrets. Les bases le matin, un petit peu aligner tout le monde, faire connaissance entre eux, ainsi de suite. Et l'après-midi, petite surprise, au lieu d'avoir un flux d'exercice, il y aura 2 flux d'exercice. Et les gens repartent avec des choses pratico-pratiques. Donc ça, c'est important. Ça c'est cool. Et je crois qu'il est plein en plus, l'atelier. Alors effectivement, il a été rempli, donc on a un maximum de participants, il a été rempli assez rapidement. Ça c'est chouette. Et voilà, on a un panorama assez large et ça c'est sympa.